depuis l'indépendance de Kosovo, il y a forcément un gouvernement. Oui. Le premier ministre, Taci. Taci, Oui. voilà. C'est un homme bien connu aussi dans les, on peut dire, des sales affaires. Oui, c'est tout simplement un terroriste. Et désormais un terroriste qui porte une cravate. Voilà, parce qu'il est chef d'État. Bon, il faut quand même relativiser. Officiellement, le Kosovo est indépendant depuis le 17 février 2008, mais c'est un État indépendant sur surveillance et en réalité une annexe de l'Empire américain. Je rappelle quand même, je citais l'exemple de Bond Steel, cette base militaire américaine, qui, petit détail, est le premier employeur de Kosovars. Donc, quand on tient ça, on tient les destinées du pays, et Taci n'est que l'exécutant docile d'un réseau ultra-mafieux de terroristes. Alors vous mettez en vrac, drogue, armement et compagnie, et prostitution aussi. Il ne faut pas oublier ça. Il y a des malheureuses qui subissent ce genre de choses. Et donc Taci n'est que le VRP, entre guillemets, du sale boulot. Voilà. Mais qui permet donc au monde américain et au monde germanique aussi de surveiller toute cette zone et de pouvoir faire avancer leurs intérêts particuliers. Sous la web télé des souverainistes, bien sûr, on va parler de la souveraineté. Donc souveraineté, on va ramener ça un petit peu au traité de Lisbonne. Il y a dans l'Europe un pays qui est né, donc une région qui a éclaté. Est-ce qu'il y a un lien avec le traité de Lisbonne et ce qui pourrait éventuellement se passer en France ou dans un autre pays européen? Alors le traité de Lisbonne est l'immense couvre-chef qui doit donc gérer l'État européen en devenir, qui peut se fractionner autant qu'il veut, tant qu'il y a le traité de Lisbonne qui couvre tout ça. Le Kosovo à l'origine n'a jamais existé, il n'y a jamais eu d'État kosovar, et c'est ça qui est terrible, c'est que, voyez-vous, l'indépendance qui a été reconnue est une violation du droit international, puisque en 1999, vous avez une résolution de l'ONU, la résolution 1244, qui reconnaissait l'intégrité du territoire serbe, Kosovo compris. Certes, il était dit que le Kosovo pouvait bénéficier d'une autonomie, mais pas d'une indépendance. Et cette résolution 1244 a été violée. Donc, c'est vraiment grave ce qui vient de se produire, puisque à quoi ça sert de pondre des résolutions qui seront violées ensuite? Le droit international est en miettes. Et puis à partir du moment où le Kosovo est indépendant, ça va donner des idées à d'autres régions en Europe, que ce soit la Flandre pour la Belgique, qui tôt ou tard éclatera cette année, dans 2 ans, 3 ans, dans 5 ans, je n'ai aucune idée, mais ça viendra tôt ou tard. L'Espagne, n'en parlons pas. Et partout dans le monde, parce que, pardonnez-moi l'expression, mais elle a le mérite d'être claire, la mer décontaminante. Et ça va donner des idées aussi dans le Caucase, avec l'Abkhazie, l'Ossétie, et puis toutes les régions où il y a des conflits ethniques, en Amérique du Sud, je pense à la Bolivie, pareil pour la Chine, pareil pour l'Indonésie, n'en parlons pas, où c'est une véritable mosaïque. Donc à partir du moment où on commence à accorder une indépendance à une région qui n'aurait jamais dû l'avoir, pourquoi pas les autres? La différence, c'est que la Chine et les 2 autres pays sont encore gérés par des dictateurs. Voilà. Donc ça peut encore être gérable. Bon, maintenant, dans l'Union européenne, nous avons 27 pays, peut-être maintenant 28, bientôt 29, avec le Kosovo, avec les autres pays qui vont entrer bientôt. Comment est-ce que ça pourra être géré? Parce qu'il a un exemple concret. L'Espagne n'a pas reconnu le Kosovo. Oui. Ne veut pas reconnaître, ne souhaite pas reconnaître le Kosovo. Là, il y a quand même un gros malaise. Oui. C'est ça, au fur et à mesure que, j'allais dire, la bête apparaît, il y a chez certains une prise de conscience, parce que ce qui se passe dans les Balkans, il y en a certains qui commencent à se dire, et pourquoi pas chez nous? Mais de toute manière, vous savez, le mal est fait. Le cancer, il est là. On peut ralentir plus ou moins la progression, mais les métastases se développent. Donc tôt ou tard, l'Espagne éclatera. Je précise quand même un élément qui est important, que ce soit dans le cas espagnol ou français ou dans d'autres pays, c'est que certes les régions acquièrent des pouvoirs importants,
et aussi l'aspect financier. Et dans le cas français, l'Alsace a déjà la possibilité de gérer les fonds structurels directement en traitant avec Bruxelles. Et Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur en 2006, a autorisé le lancement d'un processus permettant, quand il aboutira donc, la gestion directe de ces fonds structurels pour toutes les autres régions de France. Donc l'argent nerf de la guerre, à partir du moment où les régions seront financièrement autonomes par rapport à l'État-nation pour pouvoir traiter directement avec Bruxelles, c'est la fin de la France, et c'est valable pour tous les États européens. Enfin, je crois, en ce qui me concerne, qu'il faut quand même être très clair. Le Kosovo, ça faisait partie intégrante de la Serbie. Donc, des gens sont venus au Kosovo, sont devenus majoritaires, et donc maintenant réclament la propriété du territoire. En clair, c'est ça. Mais le Kosovo, à l'origine, est un territoire historiquement serbe, culture serbe, population slave et orthodoxe. Et étalé sur plusieurs générations, vous avez eu une occupation musulmane, progressive, ce qui fait qu'au début, il y avait 20% de musulmans, 80% de slaves et orthodoxes, quelques dizaines d'années plus tard, 50-50, puis peu à peu, il y a eu une bascule, et le territoire est devenu majoritairement musulman. Et on a atteint ce qu'on appelle la masse critique, où la population musulmane occupant le Kosovo à l'origine de culture, de civilisation serbe, cette masse critique a fait que les Albanais du Kosovo, musulmans, se sont sentis assez forts pour réclamer leur indépendance, chose obtenue. Et les communautés musulmanes qui forment des groupes compacts en France, en Espagne, en Allemagne et dans les autres États européens, connaîtront un processus à la Kosovo, puisque les communautés musulmanes pourront dire, finalement, on a accordé l'indépendance à un pays qui à l'origine n'a jamais existé, précision quand même très importante. Eh bien, si nous formons une communauté forte et peuplée dans telle région de France ou dans tel département, à partir du moment où on commence à accrocher 80, 85, 90% de la population de la région ou du département, eh bien, on peut réclamer notre indépendance. Oui, c'est une forme de jurisprudence. Exactement, ça s'appelle, j'appelle cela l'Europe kosovare. L'Europe kosovare qui nous attend, ce qui fait que certes les Flamands, les Catalans, les Basques auront un jour ou l'autre leur indépendance, mais il n'y aura pas que. Et ce seront les peuples les plus prolifiques qui auront le dernier mot. Je pense que là-dessus, je suis d'accord. C'est vrai. Par contre, il y a quand même une chose. Je voulais quand même noter une chose, c'est quand même... ça fait quand même très longtemps, je ne sais pas si dans l'histoire ça s'est déjà produit, mais où la communauté internationale reconnaît le chapardage d'une partie de la Serbie, un pays souverain. C'est la violation de la résolution 1244. Et c'est ça qui est grave, puisque il faut des lois pour gérer n'importe quelle société, puis des lois pour gérer les rapports entre sociétés. À partir du moment où vous avez la loi du plus fort, c'est-à-dire des États comme les États-Unis avec les principaux États europééens comme l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, qui reconnaissent l'indépendance, c'est le plus fort qui impose ses volontés, mais on arrive au règne de la piraterie, les barbaresques. Voilà. En réalité, on a franchi une étape, c'est un tournant qu'on a vécu, et la porte est ouverte, la boîte de Pandore est ouverte, et on n'est qu'au début. On n'est qu'au début. Et pauvre de nous. Et là, je voudrais me rapprocher un peu de ce qui figure dans le texte qui se trouve au dos de votre dernier livre, dans lequel vous précisez que la vie humaine ne comptera pas grand-chose. Oui, parce que il faut savoir que ceux qui ont le pouvoir ne sont pas évidemment nos élus, nos dirigeants politiques, en France, en Angleterre, en Allemagne, pareil, ne sont que des exécutants qui ont prêté allégeance à des grandes multinationales, à des pouvoirs financiers importants, et ces gens-là, pour faire avancer leur idéal à eux, se permettront tout. Tout est permis. Et voyez-vous, la crise financière, par exemple, qu'on connaît, qui n'est qu'à son début, va permettre de flanquer une telle pagaille qu'elle va pouvoir, que cette crise va permettre aux autorités des différents pays de prendre des mesures qui, dans une situation sereine, n'auraient pas pu être prises. Quand on crée un malheur, ou en tout cas quand on le favorise, quand on laisse se développer, eh bien, il faut prendre des résolutions, et ces résolutions peuvent être prises quand vous avez une population affolée,
Et dans ce cas-là, on dit, écoutez, il y a une solution, on va faire ceci, cela. Et dans le cas européen, c'est renforcer l'Europe. Dans le cas américain, c'est créer cette communauté nord-américaine, qui veulent aussi appeler Union nord-américaine, avec une nouvelle monnaie pour régir l'État nord-américain. Enfin, on peut aller très loin. Voilà, non, c'est David Rockefeller qui disait qu'il fallait, je ne me souviens plus exactement de sa formule, qu'il fallait créer un cadre violent, douloureux, pour finalement permettre aux gens d'accepter le nouvel ordre mondial. Je ne me souviens plus exactement de sa formule, mais en tout cas, que le malheur soit là pour finalement obliger les gens à courber la tête. Merci Pierre Huillard. Je vous remercie.